Bon, bonjour, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas. Je vais vous faire une petite présentation sur deux concepts de programmation, un qu'il ne faut pas utiliser et l'autre qu'il vaudrait mieux utiliser. Ces concepts stupides et solides, qui sont deux acronymes. Pour information, en fait, à la LEDIC, ils sont en pleine restructuration de leur IT et pendant un des gros meetings qu'on a eu sur la refonte de l'Agile à la SOG, il y a ce concept de solide qui est ressorti. Et je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Je l'avais vu à l'école, bon, j'avais appris l'acronyme, c'est bien, pour le sortir aux entretiens techniques, mais qu'est-ce que c'est concrètement, je m'en souvenais franchement plus. Donc je ne suis pas spécialement un expert, mais au moins ça permettra de rappeler un peu des bonnes règles à tout le monde. Sachant qu'il y a des choses qui paraissent franchement assez simples et qu'on fait de base, instinctivement, d'autres qui sont un peu plus tricky. Donc, primo stupide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme pour singleton, tight coupling, untestability, premature optimization, undescriptive naming et duplication. Je vais expliquer en détail tout ce que c'est. C'est des erreurs qu'on fait tous. Honnêtement, on l'a tous fait. Vous verrez, c'est des trucs bateaux, mais on le fait quand même. Solide, donc c'est un acronyme aussi qui va parler donc, du principe de responsabilité unique, le principe ouvert-fermé, le principe de substitution de Liskov, la ségrégation d'interface et l'injection de dépendance, ou inversion de dépendance. On verra ça aussi en détail. Donc, ici on a un magnifique singleton. Ça va être pratique pour lire. Donc, c'est bien, c'est quelque chose qu'on a tous fait aussi. Là, c'est un exemple en PHP, hein, mais après, bon, on fera un peu de pseudocode, c'est valable pour tous les langages orientés objets. Vous avez tous des bonnes bases en PO, en orienté objet, enfin au moins des bases. Vous savez ce que c'est qu'une classe? Oui? Faut le dire, hein. Je pourrais expliquer succinctement. Non? D'accord. Donc, le principe d'une classe, c'est de pouvoir encapsuler de la data et toutes les méthodes qui permettent d'interagir avec cette donnée dans un objet. D'accord? C'est toute la base de la programmation objet. Ça évite d'avoir des fonctions qui se baladent et puis des variables qui se baladent dans le main et qu'on passe un paramètre à toutes les fonctions. On a l'interaction de la donnée dans son objet. Il y a aussi derrière après des principes d'héritage que j'expliquerai quand on y sera. Donc du coup, un joli singleton où on voit bien ici une très forte dépendance à database getInstance. GetInstance qui va être une fonction statique, ça veut dire accessible de partout dans le code. Ça pose des grands dangers d'ailleurs accessoirement. Premier danger, c'est que du coup, n'importe où dans le code, si le code est multithreadé, cet objet peut être appelé et modifié. Ça veut dire que si on s'attend à avoir l'état du singleton à un état donné, s'il est modifié en parallèle par un autre thread à un autre moment, on n'est plus du tout sûr de l'état de l'objet qui est pointé par le singleton. Il peut avoir été modifié, on peut s'être connecté à une autre base de données entre temps par exemple. On ne sait pas du tout où on en est. S'il est const. La const correctness n'existe pas dans tous les langages. Voilà. Donc là encore une fois, on est sur de l'objet. D'accord, la const correctness, c'est des problèmes qui existent sur certains langages, pas tous. Il y a déjà en plus des langages qui ne sont pas typés fortement. C'est le cas du PHP, c'est le cas du Python, c'est le cas de pas mal de langages. Donc oui, normalement on n'est pas censé pouvoir le modifier. Ceci dit, le getInstance, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir des fonctions qui font des choses. T'en sais rien en fait. Tu peux pas le savoir. Si quelqu'un l'a modifié le code du singleton, normalement singleton, tu as un getInstance, ça te retourne une instance d'un objet, il a des fonctions. Ces fonctions, qu'est-ce qui te permet d'être sûr qu'elles ne font rien qui t'embête? Toi, qui a été rajouté par un autre développeur du projet. Il y a d'autres problèmes, c'est qu'aujourd'hui, bon, si jamais tu veux faire un schéma où tu as une base de données qui te sert à faire tout ce qui est modification, donc update, insert, delete, et une base de données sur laquelle tu ne fais que du select, qui permet en général de séparer l'écriture et la lecture, c'est toujours une bonne chose en termes de perf. Là, tu vas devoir te connecter à deux bases. Là, on a imaginé que ta database, ton singleton, elle a son instance ici en statique, private bien sûr. Bon, et tu as ton getter dessus, qui lui est statique, qui te permet de récupérer ton instance. Demain, si jamais tu veux, par exemple, te connecter à une base MongoDB à la place de la MySQL, ton objet database ici, tu es bien d'accord que tu vas devoir le changer. Ça veut dire que ta classe UserGateway, elle est fortement couplée à ta classe database. C'est un problème aussi, que tu auras toujours avec les singletons.
Tu veux deux connexions, il va falloir que tu fasses quoi? Un get instance 1, get instance 2 pour les deux DB. C'est un doubleton, c'est plus un singleton. Les cas d'utilisation où tu as vraiment besoin d'un singleton, en réalité, ils sont super rares. On a eu tendance à une époque à en mettre partout, c'est devenu un anti-pattern. Mais vraiment, tu vas avoir du Zen ou du Symfony qui sont des frameworks PHP, ils ont usé à mort des singletons. Ils sont en train de revenir en arrière complètement. Donc, voilà, donc le couplage fort, j'en ai parlé. Singleton statique modifiable par tout le monde à n'importe quel moment. Voilà. Ah oui, autre chose. Là, dans ton database, on va dire que tu as un constructeur ici pour la première fois où tu vas appeler le getter. Dans ton constructeur, tu mets quoi? Tu mets en dur les paramètres de connexion à ta base de données. Si tu les mets en dur, le jour où ils changent, tu es obligé de recompiler tout ton programme. Si tu veux faire de la config, ça veut dire que ton objet qui lit ta config et qui pourrait setter les paramètres du singleton doit être un singleton aussi, ou au moins un objet statique. Pour être sûr qu'il soit instancié au moment où tu vas appeler ton singleton. Sinon, tu n'auras pas de conf. Tu vois, c'est un premier singleton, tu mets le doigt dans l'engrenage. Tu vas être obligé d'en mettre plein. Il ne faut pas oublier que les objets statiques, ils sont, sur certains langages, instanciés au démarrage du programme. Donc s'il a des dépendances sur d'autres objets, il faut que ces objets-là soient instanciés au démarrage aussi. Sinon, boum, tu vas péter avec du null pointer exception ou des petits joies comme ça, c'est sympathique. Donc le singleton, bien, enfin plutôt pas bien, à utiliser avec parcimonie. Donc le type coupling du T de stupide, qu'est-ce que c'est? Donc les dépendances, on vient de le voir, entre plusieurs modules et plusieurs classes. Là, en l'occurrence, on dépendait de database. On peut faire un exemple vachement plus simple. Il y a une classe maison. Dans le constructeur de ta classe maison, tu vas avoir un new door et un new window. C'est génial. C'est génial. Le problème, c'est que si demain, il y a Macron qui te dit attention, ta maison elle est plus aux normes, il faut que tu changes les fenêtres pour mettre du double vitrage, etc. Bah, ta classe maison, elle change. Tu vas être obligé de changer ton code pour faire un nouveau new ici. Donc tu ne vas pas te contenter de changer le door et le window, tu es obligé de changer ta house aussi. C'est ça un type coupling. Alors que si tu passes des interfaces door et window en paramètres du constructeur de ta maison, bah, si tu changes door et window, c'est transparent pour house. Le code de house, lui, il ne va jamais changer. Tu peux lui passer n'importe quelle fenêtre qui correspond à l'interface window ou n'importe quelle porte qui correspond à l'interface door. J'insiste bien sur le fait que c'est des interfaces. Une interface en langage objet, c'est juste un contrat. Basiquement, un contrat, ça veut juste dire que quand tu déclares une interface, c'est pas bien ça. Tu vas juste dire à un autre objet, si tu décides de signer le contrat avec moi, l'interface, il va falloir que tu sois capable de faire au moins ce que moi j'ai besoin de faire. Par exemple, je sais pas, load config. Voilà, donc ça veut dire que si une classe veut implémenter l'interface, veut avoir son contrat avec cette interface, il va devoir au moins faire une fonction qui s'appelle load config. Si tu veux rien faire dedans, tu as le droit. En règle générale, c'est un mauvais design. Mais sinon, tu vas loader ta config à ce moment-là. Comment tu peux appeler ton interface? Tu peux dire je veux que ce soit une interface qui s'appelle objet avec config. Donc ça veut dire que tous ceux qui implémenteront, qui signeront le contrat de l'interface, auront au moins, tu le sais, une méthode qui s'appelle load config. C'est-à-dire que si tu as un pointeur sur l'interface d'or, bah, tu peux être sûr que dans l'interface d'or, tu auras mis par exemple qu'il y a une poignée. Donc tu pourras appeler poignée sur toutes les classes qui implémentent l'interface d'or. Et ben c'est le même principe du coup. En fait, grâce à ça, vous allez voir qu'en fait tout se regroupe, hein, mais là on est déjà sur l'injection de dépendance en réalité. Mais ça permet surtout, on est aussi sur de l'open close, on verra ça après. Mais tout ça, ça permet d'avoir une classe house qui n'est totalement indépendante de sa porte et de ses fenêtres en fait. On n'a pas besoin de savoir ce qu'elles sont. Il y a juste besoin de savoir qu'il y a une poignée pour l'ouvrir. Bon. Le reste, ça ne la regarde pas. Alors que là, c'était elle qui devait les créer. Très mauvais. Oui, d'autant plus loin que le singleton, effectivement, puisque si on a plusieurs instances de la database, on ne peut pas. Encore une fois, enfin, ou alors c'est plus un singleton, mais ça ne sert à rien de le faire au départ. L'untestability. Alors, un couplage fort, ça ne permet pas de tester. Vous avez tous fait du test unitaire ici ou pas encore? Non. Jamais même mis les mains dans des tests U qui étaient déjà écrits? Jamais mis les mains non plus dans des tests unitaires qui étaient déjà écrits? Non. Alors, le principe du test unitaire, c'est quand on va avoir des gros objets, des grosses classes qui font beaucoup de boulot, qui ont beaucoup de fonctions,
elles vont en règle générale avoir besoin de données d'entrée pour effectuer leurs tâches. Ça peut être par exemple une liste de users, si tu as une classe qui fait du traitement sur les users pour faire une mailing list et envoyer des mails par exemple. Donc, quand tu veux faire un test unitaire, déjà tu ne peux pas spammer tes vrais clients, tu ne vas pas utiliser les vraies données utilisateurs et tu ne vas pas vraiment envoyer un mail. Donc tu vas faire ce qu'on appelle un mock. Un mock, ça consiste à réécrire les méthodes que tu veux tester, enfin du moins les données d'entrée, pour fournir des données d'entrée et t'attendre à un résultat que tu peux tester. Ça veut juste dire qu'en gros, si tu as... on verra ça en fait plus tard dans les exemples du solide. Mais du coup, on comprend bien que si tu as du type coupling, tu vas avoir besoin de modifier énormément de classes, de moquer plein de classes pour pouvoir tester une classe. C'est problématique. C'est souvent même pas possible en fait. Ça devient vite impossible. Et donc c'est en général à ce moment-là que les testeurs vont dire non mais je vais pas écrire les tests tubes en fait. Ah non. Donc du coup, voilà, exemple, si on revient sur Singleton, comment je fais pour ne pas utiliser la database de prod ici? Je peux pas changer mon code. Attention, quand on fait des tests UC, on doit tester le code tel qu'il est. Donc comment je fous une database moquée là? Je peux pas. Si j'avais passé la database en paramètres ici avec une interface, je pourrais envoyer une interface qui implémente les fonctions de la database, par exemple, donne-moi les utilisateurs, qui renverrait une liste bidon d'utilisateurs. Là, je peux pas. Là, je serais obligé de modifier ce code-là pour faire du test, mais du coup, c'est plus du test. Tu testes plus ton code de prod. Alors, premature optimization, ça c'est un truc, en général, les devs, quand ils commencent à vouloir être un petit peu tricky parce qu'ils ont trop de temps libre, ils s'amusent à faire ça. Et donc ça veut dire, en règle générale, malheureusement, écrire du code illisible. Pour gagner rien, en fait. Parce qu'aujourd'hui, pour les langages compilés, les compilateurs font déjà énormément de boulot à notre place. Donc quand ils voient qu'on fait une boucle qui fait pas grand-chose et qui peut être optimisée, le compilateur le fait très très bien, mais mieux que nous. Donc il ne faut pas y toucher. Ça vaut mieux écrire une boucle lisible pour que les autres développeurs qui passent derrière vous la comprennent tout de suite, qui ne passent pas 2 heures en débugger à chercher à comprendre ce qu'elle fait. C'est un développeur qui gagne 2 heures par rapport à son salaire à la journée, c'est beaucoup d'argent. Donc surtout s'il y a plusieurs personnes qui doivent passer sur ce code, même dans 10 ans, 15 ans, le code optimisé, même vous, si c'est vous qui l'avez optimisé, 2 semaines après, vous le relisez, vous ne comprenez rien. Donc ça ne sert à rien et on gagne en général pas grand-chose. Surtout qu'aujourd'hui, vraiment avec les systèmes actuels, se demander est-ce que je fais plus plus i ou i plus plus, ouais, mais ça sert à plus rien de se poser la question, franchement. Ouais, tu vas copier ton int une fois. C'est comme ça qu'on a appris à l'époque comme ça. Oui, je sais, j'ai fait la même école que toi et c'est ouais, t'as fait i plus plus moins 1. Oh. Faire un point pour ça, ça fait chier, je suis d'accord. Ouais. Bon, après, quand ça devient un réflexe, mais ça reste lisible. T'as des trucs. Ouais, j'ai vu des trucs, franchement, c'est fondant. Si vous êtes obligé de mettre des commentaires hyper longs pour expliquer ce que votre code il fait, en général, c'est pas bon. Il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas moyen de design autre. L'indescriptive naming, ouais, ça va un peu avec l'optimisation aussi. C'est choisir des noms de variables ou des noms de fonctions qui veulent rien dire, ou qui n'expliquent pas ce que font la fonction ou à quoi sert la variable. C'est bête, mais si le code est écrit de manière intelligible avec des beaux noms de variables et des beaux noms de fonctions, ça ressemble presque à des phrases en anglais. Et donc en fait, rien qu'en lisant le code, on comprend parfaitement ce qu'il fait. Ça fait gagner du temps à tout le monde aussi, ne serait-ce que pour la relecture. Et en plus, effectivement, la notion de sémantique, elle est là. C'est-à-dire que comme ça ressemble à une phrase, si la phrase n'a pas de sens, il y a de fortes chances que le code non plus. Ça peut paraître tout bête, hein. J'imagine que vous le faites déjà, nommer vos variables correctement, mais ça fait partie du stupide. Et la duplication, alors ça aussi, ça c'est génial. Alors le key, c'est le drive, je vous invite à chercher ça sur Google. Keep it simple, stupid et don't repeat yourself. Ça va un peu de pair avec les 2 autres points d'avant. Simple, c'est tu fais ta boucle comme tu as envie de l'écrire. Il faut que ce soit intelligible, lisible. L'optimisation, tu t'en fous. À la limite, si vraiment il y en a besoin, tu fais ça à la toute fin du projet quand tout marche. Et le don't repeat yourself, ça c'est hyper important. Ça évite, si jamais il y a un comportement qui doit changer, si le code a été dupliqué à 25 endroits, vous faites un update de ce code, mais vous avez oublié qu'il a 25 endroits et que vous le changez que dans 24, vous allez avoir un bug. Si vous n'avez pas dupliqué votre code parce que vous l'avez bien mis dans helpers ou dans quelque chose, une librairie commune ou ce genre de choses, là vous le changez qu'à un endroit et ça change pour tout le monde. Vous n'avez pas à avoir des comportements différents là où le même est attendu. Ok, donc pour éviter tout ce genre de problème, on a le solide qui nous sauve la vie, on peut le dire.
Donc le single responsibility principle, ça veut dire, pour faire simple, qu'une classe doit avoir une seule raison de changer. Je vais expliquer. Ça va au fond. Okay. Donc là, on a une classe CSV Data Importer. Bon, elle fait a priori ce qu'on lui demande. Elle importe un fichier CSV. Sauf qu'on se rend compte qu'une fois qu'elle a loadé le fichier, elle l'importe. Donc tu as un load qui load le fichier et l'importe, et ce qu'il fait, il se connecte à une base de données et il en fout. Il fout tout ça dans une base. Bon, la classe en réalité, elle fait bien deux choses. On va voir pourquoi ça peut être problématique. Donc il y a deux fonctions effectivement. Donc elle lit, elle insère. Si demain on veut loader du JSON à la place de loader du CSV, bon, on est bien obligé de changer le CSV Data Importer. On va être obligé de changer le load file. Si demain on veut changer la DB, on doit changer cette fonction. Donc là, elle a deux raisons de changer. Vous allez comprendre pourquoi c'est mieux d'éviter ce genre de choses. Si on fait un Data Importer qui est écrit de manière un peu plus générique, on va dire, basé un peu sur l'injection de dépendance et le principe de l'open close, on va avoir une fonction, un objet qui va être le file loader et un objet qui va être la gateway qui va permettre d'insérer dans la base de données. On va les passer au constructeur d'un data importer qui n'est plus un CSV, qui va être tout à fait capable de changer de comportement en fonction des objets qu'on va lui donner au constructeur. Le loader aujourd'hui, bon, tout ce qu'on fait, c'est lui décrire une interface avec un load file. Le gateway, on lui fait une interface avec la méthode insert. Donc on sait, de par ces deux interfaces, qu'on aura au moins la méthode load, qui est appelée ici, et dans l'autre objet, la méthode insert, qui est appelée ici. Ça suffit. Et rien que comme ça, on est tranquille. Le data importer, il ne changera jamais en fonction du type de fichier qu'on veut loader ou de la DB à laquelle on va se connecter. Ça peut paraître tout bête, mais rien. Comme ça, le data importer, on n'a jamais besoin de changer. Pour des raisons de test, si tu veux faire ton mock, bah tu vas enlever ce fichier, cet objet-là et cet objet-là qui vont être des objets moqués. Le gateway va se connecter à une fausse base de données, on va juste regarder que la requête d'insert elle est bien générée, donc on va comparer ça avec du texte, on ne va pas l'insérer dans une vraie base. Et le file loader, on peut lui dire d'aller chercher un fichier de test qui est bien planqué quelque part. Tu vois, ça permet vraiment d'avoir, on est décorrélé. Le vrai code de prod c'est ça, la data de test elle est là. T'es plus embêté, t'as plus à changer ton code. Next. L'open close principle. Bon, en fait, en réalité, sur l'exemple d'avant, on y est déjà. Ça consiste à rendre des modules. Modules, ça veut dire des classes, des fonctions, des méthodes, ouverts à l'extension et fermés aux modifications. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais en fait, c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas que le code d'origine soit modifié. C'est-à-dire que si on a fait une fonction qui remplit un besoin dans un projet, c'est qu'on en avait besoin. C'est-à-dire que si moi je suis un développeur, que je passe sur le code de quelqu'un et que je dis sa fonction, elle fait presque ce que je veux, mais pas tout à fait ce que je veux, je vais la modifier. Bah non, parce que le comportement attendu de cette classe va changer, on va tout casser. Il va y avoir des bugs en pagaille. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse donner la possibilité, quand on crée une classe, aux autres développeurs de changer son comportement sans casser l'existant. C'est le principe de l'extension. Donc déjà, effectivement, on le voit ici. Comment on peut changer le comportement sans casser l'existant? Bah, il suffit de créer notre propre interface de file loader et d'aller chercher un autre type de fichier si on en a envie. Donc de cette manière-là, on peut étendre le comportement de la classe data importer sans pour autant casser ce qui avait été fait par nos petits copains du siège d'à côté. Voilà, un exemple. Ici, le data importer, il va être capable de lire un CSV et de le copier dans du MySQL, XML dans du Mongo et du JSON dans du Elasticsearch. On ne change pas l'implémentation du data importer. Important. Liskov Substitution Principle. Alors ça... Hein? J'ai cru lire Lisp. Lisp? Ouais, non, on va pas faire des macros dans Emacs. Donc le principe de substitution indique qu'il doit être possible pour un objet de type T, acceptant une dépendance de type S, de pouvoir remplacer cette dernière par une dépendance d'un type dérivé de S sans que cela ait un moins d'impact sur le fonctionnement du code. Non, je vous promets, c'est pas le bac de maths. Ça pourrait y ressembler, mais on va faire un exemple simple, parce que ça paraît super compliqué. Mais on va avoir une classe rectangle. On est bien d'accord que la classe carré est un sous-type de rectangle. Carré va dériver de rectangle, qui va prendre les attributs de rectangle, à savoir j'ai une width et j'ai une height. La seule différence, c'est que carré, lui, il faut que les deux soient égaux. Ça veut dire qu'en gros, ici, quand on fait width égale 10,
en réalité, dans le carré, on va recoder le setter. Donc le set, c'est du pseudocode. Donc cherchez pas trop de sens à ce qui est écrit. Le set width, dans le cas du rectangle, il va juste dire width égale 10, il ne se pose pas de question. Mais dans le cas du carré, on va réécrire le setter du width. On va le réécrire pour dire si tu me changes mon width, tu me changes mon height avec. Et on va être obligé de faire pareil pour le height. Si tu me changes mon height, tu me set le width à la même valeur. D'accord? Donc du coup, si on remplace ces deux asserts en ayant mis un rect égale new carré, on va bien se rendre compte qu'ici, on va avoir width et height à 10, et ici, on va avoir width et height à 20. Et donc ici, le rect.width, il sera plus long. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça veut dire que si rectangle était une interface, et qu'on s'attendait à avoir un comportement, à savoir celui-ci, de pouvoir setter une width et une height, mais qui peuvent être différentes, ça veut dire que dans du code où on va jouer avec le width et le height et qu'on remplace par un carré, ça ne marche plus. Le comportement attendu est plus le bon. Donc c'est exactement ça le principe de la substitution. Ça veut dire qu'il faut être capable de remplacer la fille, la mère par la fille. Voici, on a un exemple. Ici, on a la classe AbstractLoader qui va implémenter le file loader de tout à l'heure. Il donne un contrat fonction loader qui va juste vérifier en réalité que le pass du file existe. Il ne va juste pas péter en cherchant un fichier qui ne serait pas sur le disque dur. Et il retourne un tableau vide. Bon. Alors, c'est du PHP, donc c'est pas fortement typé, mais en gros, là, ce qu'on voit bien, c'est que du coup, on retourne un tableau. Le type de retour de la fonction load, c'est un tableau. Le CSV file loader, là, donc, signer un contrat avec l'abstract loader, l'interface. Abstract class, interface, c'est plus ou moins la même chose, je ne vais pas t'embêter avec les détails. C'est juste un contrat. La fonction load, bon, elle appelle celle du parent. Donc, comme elle ne fait que vérifier si le file existe, au moins, je n'ai pas besoin de le refaire dans la file. Ensuite, si le file existe, etc., il fait un fget CSV, il récupère ses records, il remplit un tableau, il ferme son fichier et il renvoie bien un tableau. Donc, on return le bon type. Ça veut dire qu'on a bien la même signature de fonction. Parce que, en l'occurrence, si on reprend l'exemple du carré, le carré, le setWidth, la fonction s'appelait pareil, mais ne faisait pas la même chose. Là, en l'occurrence, on fait la même chose. Du coup, on n'a plus ce problème-là. À partir du moment où on va appeler le CSV file loader, on va faire un load file, on s'attend à ce qu'il load un fichier et qu'il nous retourne un tableau avec les entrées qu'il a récupérées du fichier. Bon. Ça peut être un XML file loader, ça peut être quoi que ce soit. On pourra toujours remplacer ça par une de ces filles, le code marche. Le principe de substitution, c'est juste ça. C'est important aussi parce que c'est effectivement le genre de cas qui arrive, des gros bugs en prod. Quelqu'un qui a hérité d'une des interfaces existantes, mais qui a modifié le comportement d'une fonction. Donc à partir du moment où sa classe débarque dans un endroit du code qu'il n'avait pas prévu, ça pète. Donc bien toujours vérifier que vous respectez les interfaces de A à Z. L'interface segregation principle. Voilà. Je vais lire la phrase en anglais. Clients should not be forced to depend on methods that they do not use. C'est vrai. C'est vrai, c'est comme si vous, dans votre job, on vous disait que vous êtes développeur, demain, j'ai envie que vous soyez capable de poser une voie ferrée. Pourquoi? Même si vous filez la formation, vous en foutez, ça vous sert à rien. Là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si on fait des objets trop gros qui font trop de choses, et qui dépendent de méthodes qui ne les intéressent pas, on va avoir des problèmes. Surtout pour le test. Encore une fois, c'est du même. Mauvais exemple. On a un iSmart device. On veut que pour considérer que ce soit un iSmart device, l'objet soit capable d'imprimer, de faxer et de scanner. Très bien. Donc, on a notre interface, toujours pareil, les contrats. C'est-à-dire que si tu veux être un smart device, il faut que tu fasses au moins ces trois trucs-là. Le all-in-one printer, il le fait très bien. Il dépend de iSmart device, il doit être capable d'imprimer, de faxer et de scanner. Maintenant, on va faire un autre objet qui serait juste un iconic printer qui ne fait que printer. Alors, c'est bien, on peut le faire aussi avec ça. Effectivement, on va être obligé de dire fax, tu me pètes une exception. Scan, tu me pètes une exception. Ça peut être dangereux. À l'exécution en prod, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si quelqu'un s'attend à avoir un all-in-one printer là où il a reçu en paramètre un smart device et qu'en fait c'est un economic printer, il va appeler le fax, boum, exception. Donc du coup, on est bien d'accord qu'il y a beaucoup trop de demandes dans le contrat smart device. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire trois interfaces.
Une pour le printer, une pour le fax et une pour le scanner. Du coup, notre économie de printer, il se contente de printer, il remplit bien son contrat, pas de problème. Le all-in-one printer, il va juste hériter des 3 interfaces. Il remplit 3 contrats, il signe 3 contrats. Jusque-là, il n'y a pas trop de problème. Avantage, c'est que du coup, pareil pour le test, on n'aura pas besoin de moquer avec des throw not implemented exception ou ce genre de problème. Et ça c'est un peu plus tricky. Dependency injection principal. Donc du coup, l'injection de dépendance, on l'a vu en fait à plusieurs reprises. Quand dans les constructeurs, on envoie des objets sur lesquels on appelle des fonctions, on est déjà en train de faire l'injection de dépendance. Ça veut dire que l'objet qui reçoit les traits, enfin du coup l'objet de base de données, enfin la gateway par exemple tout à l'heure, ou le load file, ce sont des objets qui vont faire cette tâche. Lui, il n'a pas besoin de connaître le type de tâche, il sait juste qu'il a besoin d'appeler une fonction load file. Bon. C'est le principe de l'injection de dépendance. Là, on a un logger, d'accord? Il veut, par exemple, loguer sur un file system. Ça vous parle tous, un file system? Le NTFS, c'est le file system de Windows. Ça veut dire comment il organise ses données sur le disque dur. Linux a son propre file system, macOS utilise ce Linux plus 1 AE un peu bidouillé, et Windows, c'est le NTFS depuis XP. Donc, ok, très bien, là j'ai un logger qui va être capable de loguer sur du NTFS. Encore une fois, un ILO, ici, dans la classe directement, c'est du couplage fort, très mauvais. On va dépendre très fortement de NTFS file system. Et donc, bon, ok, ça log, pas de problème. Demain, je veux loguer sur un file system de Linux. Bon, je vais être obligé de changer ma classe logger pour changer le new, changer tout le typage de mes objets. C'est bien, c'est pas portable, c'est pas génial. Donc logger, on va tout le temps être obligé de changer. Si on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on inverse, c'est-à-dire que la dépendance elle se fait plus avec la classe NTFS, mais avec une abstract, une interface. On a l'interface loggable qui va juste avoir un contrat, c'est tu prends une chaîne de caractères et tu me la logs. C'est le seul contrat que tu as besoin de remplir. On va avoir notre classe NTFS file system qui va du coup implémenter le contrat et donc qui va dire ok, je vais loguer. C'est lui ici dans cette fonction log qui va gérer les problématiques du file system NTFS. Le logger ici, il n'a absolument pas du tout besoin de le savoir. Donc du coup, on va avoir une interface log service, on va l'instancier, on va appeler le constructeur, d'accord, qui va prendre en paramètre un iLoggable. Du coup, le iLoggable, ça peut être NTFS file system, ça peut être celui de Linux, ça peut être peu importe. De toute façon, lui, il va appeler le log sur l'interface qu'on lui aura passé. Il n'a plus besoin de connaître le file system, il n'a plus besoin de rien savoir. En fait, il fait juste sa tâche à lui qui est appelée log. On peut changer toutes les autres classes, lui, son comportement ne changera jamais. Voilà, exemple, ici, si on appelle le constructeur de logger en lui envoyant un NTFS, pas de problème. Si on envoie DB NoSQL, il va être capable de loguer sur une base de données. On change entièrement le comportement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?